Tiré de Contes du Pays Gallo d'Adolphe Forain, les éditions de l'Avenir présentent Cœur de pigeon. Lorsque le père Jacques perdit sa bonne femme, il resta avec 2 fils que son travail de simple journalier ne suffisait pas à nourrir. Comme ceux-ci étaient en âge de courir le pays, il leur dit « Mes enfants, je vous donne à chacun un bisac. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Allez avec cela chercher votre pain. » Les 2 frères s'en allèrent de porte en porte implorer la charité. Comme c'était presque toujours à l'aîné qu'on faisait l'aumône, ce dernier, qui désirait garder tout pour lui, se fâcha un jour et dit à son frère « Va de ton côté et moi du mien. » Le plus jeune, du nom de Jean, s'éloigna tout attristé, cheminant lentement à travers les sentiers des bois dans lesquels il s'attarda à manger des cornes ou des alises. Le soir venu, s'étant égaré et ne sachant où coucher, il eut l'idée d'imiter le petit poucet et de grimper dans un arbre pour tâcher de découvrir un gîte. Bien lui en prit, car il aperçut une lumière et se dirigea de ce côté. Un château s'offrit bientôt à sa vue. Il frappa timidement à la porte de ce logis pour demander à passer la nuit. Une belle dame vint lui ouvrir et, en examinant le petit voyageur, son cœur s'attendrit. « Entre, mon enfant. Viens réparer tes forces. » Elle lui fit servir un pigeon rôti et, lorsqu'il eut bien mangé, elle lui dit d'aller prendre du repos. Le lendemain matin, Jean, en se réveillant, sentit quelque chose de dur sous son oreiller. Il regarda ce que c'était et découvrit un sac renfermant 50 écus. « Cet argent n'est pas à moi. Je ne dois pas y toucher. » Afin de ne pas abuser de l'hospitalité de la bonne dame, il s'habilla promptement et voulut lui faire ses adieux. Mais apprenant qu'elle n'était pas levée, il pria les serviteurs de la remercier en son nom et, son bisac sur le dos, reprit la clé des champs. La servante, en allant faire le lit et la chambre du voyageur, découvrit l'argent et le porta à sa maîtresse en lui demandant ce que cela signifiait et si elle voulait mettre son honnêteté à l'épreuve. « Rassure-toi, tu n'es pas en cause. Il s'agit de l'enfant qui vient de partir et qu'il faut ramener au plus vite, car je veux l'adopter pour mon fils. » Tous les domestiques se lancèrent à la poursuite du jeune garçon qu'ils ne tardèrent pas à rattraper. « Retournez au château. Vous n'avez plus à notre maîtresse qui veut vous garder près d'elle. » L'enfant fut enchanté et revint sur ses pas. La dame l'accueillit avec toutes sortes d'amitié et lui dit « Tu n'as pas pris l'argent qui se trouvait ce matin sous ton oreiller et qui, cependant, t'appartient. »« Comment cela? Je ne possède pas une obole. »« Tu possèdes 50 écus et tous les matins tu en auras autant. Le cœur de pigeon que tu as mangé hier soir et que tu ne pourras jamais digérer procure chaque nuit 50 écus à la personne qui l'a avalé. Mais d'ailleurs, tant que tu seras ici, tu n'auras pas besoin d'argent. Tu trouveras tout ce qu'il te faut et je vais donner des ordres pour que de savants professeurs viennent te donner des leçons. » Au bout de quelques années, l'ancien cherchou de pain ne se reconnaissait plus lui-même. Au lieu du vagabond déguenillé, c'était maintenant un beau jeune homme instruit, distingué et habile à tous les exercices d'adresse. Il est bon d'ajouter que, comme il était intelligent et travailleur, ses maîtres n'avaient pas eu beaucoup de peine à en faire un jeune homme accompli. Sa bienfaitrice, qui n'était autre qu'une fée, l'aimait comme son fils et s'efforçait de lui rendre la vie aussi douce que possible. Le nouvel étudiant s'en allait souvent à la ville voisine, habitée par le roi, et un jour qu'il se promenait sur les places publiques, il entendit publier, à son de trompe, et au nom du souverain, que celui qui réussirait à faire rire la princesse sa fille, atteinte d'une maladie que le rire seul, aux dires des médecins, pouvait guérir, obtiendrait sa main. De retour à la maison, il raconta ce qu'il avait entendu publier, et la fille lui répondit « Il ne tient qu'à toi d'épouser la princesse, et dès demain, si tu le veux. Je te mettrai à même de la faire rire. »« Que vantez-vous pour cela ?»« Tu le verras demain.
si tu es toujours décidé à tenter l'aventure. Le lendemain, après le déjeuner, la fée lui demanda s'il avait réfléchi à sa proposition. « Oui, et j'attends ce que vous allez me donner pour faire rire la malade. » Va dans la cour où tu trouveras une voiture qui marche seule, ce qu'on n'a pas encore vu. Monte dedans, va te promener à la ville, et si la princesse te voit, je t'assure qu'elle rira de bon cœur. Notre curieux alla examiner la voiture qui avait aux quatre coins un moulin à vent destiné à faire tourner chaque roue. Des meuniers, coiffés de bonnets de coton, apparaissaient de temps en temps aux fenêtres des moulins et tiraient la langue aux gens stupéfaits de voir fonctionner une pareille machine. Jean, montant dans le véhicule, qui se dirigea aussitôt vers la ville, escorté de tous les curieux qu'il avait rencontrés. Ceux-ci riaient tellement, en voyant les meuniers tirer la langue aux passants, qu'ils attirèrent la princesse aux fenêtres du palais. Elle aussi, en voyant cette étrange chose, partit d'un franc éclat de rire. Le roi, tout joyeux, se dirigea vers le char qui avait le privilège de désopiler la rate des gens, et lorsqu'il eut fait la connaissance du protégé de la fée, il voulut le présenter à sa fille. Le jeune homme sut se montrer tel qu'il était, instruit, distingué, et conquit promptement le cœur de la princesse. Il revint souvent au palais, où il était attendu avec impatience et où les noces ne tardèrent pas à avoir lieu. 2. Après quelques jours de mariage, la princesse s'aperçut que son mari trouvait chaque matin, sous son oreiller, 50 écus, et elle en conçut une vive jalousie. Comme elle avait une fée pour marraine, elle alla lui conter ses chagrins. « Tu es une sotte. L'argent de ton mari est à toi comme à lui, puisqu'il ne te refuse rien, et qu'il est même le premier à t'offrir tout ce que tu peux désirer. »« C'est égal, ça m'humilie, et je voudrais que ce fût moi qui trouve tous les matins 50 écus sous mon oreiller. » Tu n'es pas raisonnable, et tu pourras bien un jour te repentir de ta jalousie. Tant pis, je veux que ce soit moi et non lui qui apporte l'argent dans le ménage. Alors, il faut pour cela, mon enfant, lui faire rendre le cœur d'un pigeon qu'il a dans l'estomac, et d'où lui vient sa fortune. Je vais te donner un vomitif que tu lui administreras sans qu'il s'en aperçoive. Et lorsqu'il aura rejeté le cœur de pigeon, tu devras l'avaler. La princesse emporta le médicament et, dès le lendemain, le fit prendre à son époux qui, après avoir été très malade sans en connaître la cause, vomit le cœur de pigeon que sa moitié avala prestement. À partir de ce jour, ce fut la femme qui eut, chaque matin, 50 écus sous son oreiller. Le nouvel époux trouva la chose étrange et s'en alla à son tour la raconter à sa bienfaitrice, qui devina la jalousie de la jeune femme, mais n'en dit rien au mari. Ne t'inquiète pas de cela, j'ai à t'offrir un objet qui te dédommagera au centuple de ce que tu as perdu. C'est un chapeau qui s'appelle le chapeau des désirs, parce qu'il procure à celui qui le porte tout ce qu'il peut imaginer. Le jeune marié rentra au palais couvert de son précieux chapeau. Sa femme s'aperçut bien vite que son mari possédait un nouveau don qui lui permettait d'obtenir à l'instant tout ce qu'il désirait. Elle l'interrogea de toutes les façons sans pouvoir se renseigner. Furieuse, indignée, elle retourna chez sa marraine pour lui conter ses nouveaux chagrins. Cette fois, la fée se fâcha presque et la menaça d'un grand malheur. Mais l'enfant gâté pleura tellement que la vieille en eut pitié et lui apprit que son mari possédait le chapeau des désirs. « Comment m'y prendre pour le lui dérober? »« Tu le veux? Eh bien, advienne que pourra et écoute-moi. Quand tu le feras très chaud, emmène ton mari dans une forêt éloignée et, lorsqu'il voudra se reposer, mets sa tête sur tes genoux de façon à pouvoir lui glisser dans les cheveux ce peigne magique. Il s'endormira aussitôt. Comme son sommeil sera long, tu pourras lui dérober son chapeau et rentrer chez toi pour le mettre en lieu sûr. » Dès le lendemain, il fit une chaleur accablante. La princesse manifesta le désir d'aller chercher la fraîcheur sous les ombrages des grands arbres. On fit atteler 2 superbes chevaux à une calèche, et la jeune femme donna l'ordre au cocher de les conduire dans l'endroit le plus désert d'une forêt qu'elle lui désigna. Ils se promenèrent longtemps, et lorsque le prince, accablé de fatigue, demanda à se reposer sur la mousse au bord d'un ruisseau, son épouse prit place à ses côtés et, tout doucement, la tira sur ses genoux. Jean ne tarda pas à s'endormir au murmure de l'eau. Aussitôt,
sa femme lui glissa le peigne magique dans les cheveux. Puis, prendre le chapeau, courir à la voiture, donner l'ordre au cocher de rentrer au palais, fut pour elle l'affaire d'un instant. Pendant ce temps, le pauvre abandonné dormait profondément et ne s'éveilla que le soir du 2e jour, au moment où la lune apparaissait sous l'horizon. Son premier soin fut de chercher son chapeau, qu'il ne trouva pas, puis d'appeler la princesse qui était partie. Se voyant seul et mourant de faim, il regarda autour de lui s'il ne découvrait pas quelques plantes capables de calmer ses douleurs. Il vit les asphodèles dont il arracha les racines, mais il n'en eut pas plutôt mangé qu'il fut métamorphosé en âne. 3. Il y avait 7 ans que le pauvre Aliboron errait au hasard lorsqu'il entra dans la cour du château de son ancienne bienfaitrice. La fée, en voyant cet animal pénétrer dans sa demeure comme s'il la connaissait, eut le pressentiment du malheur arrivé à son fils adoptif. De sa baguette, elle toucha l'âne, qui redevint le beau jeune homme d'autrefois. Bien que le mari de la princesse ne fût pas méchant, un désir de vengeance lui vint au cœur. Aussi, un jour qu'il traversait la forêt dans laquelle il s'était endormi, il remplit ses poches de racines d'asphodèle et continua sa promenade vers la ville. Dirigeant ses pas vers le palais, il apprit que sa femme donnait un grand dîner et qu'elle était dans ses appartements à faire sa toilette. Il se rendit près d'elle, la reconnut à peine tant elle avait engraissé et vieilli. Elle, au contraire, s'extasia sur sa bonne mine et lui demanda d'où il venait. « J'arrive d'un pays où l'on trouve une plante qui conserve la jeunesse et rend la beauté quand on l'a perdue. » « Où tu sais bien, tu nous en as porté !» s'écria la femme de chambre présente à l'entrevue et qui avait toujours été la mauvaise conseillère de la princesse. « Je ne vous ai point oublié. Et la preuve, c'est que voici les racines de la plante en question. » Toutes les deux voulurent en manger et furent aussitôt changés en ânes. Le prince les fit conduire dans les écuries du palais et alla prendre place à la table du festin. Comme l'on s'étonnait de la disparition de sa femme, il raconta la transformation qu'il avait subie et la punition qu'il venait d'infliger. Le dîner terminé, il envoya chercher un meunier auquel il dit « Voici 2 ânes que tu conserveras pendant 7 ans. Ne les ménage pas, fais-les travailler, fouaille-les s'ils sont paresseux, et faites en sorte de me les rendre dociles et soumis. » Au bout de 7 années, on lui ramena les 2 vieux ânes éthiques qui, au moyen de la baguette de la fée, reprirent leur première forme et devinrent 2 personnes bien sages et corrigées de leurs défauts. Conté par Thurette Gauthier du village de La Fresnaye, commune de Bains.